tous pour notre deuxième webinaire des jeudis pédagogie de la Société francophone de pédagogie innovante en santé, où aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Gebran Bouaoud que ma collègue va présenter. Donc, Laura Benchervillaume, je suis présidente de l'association. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et par mail sfpdainov@gmail.com, et également retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours, @sfpis. Je vais passer la parole maintenant à Evelyne qui va se présenter et puis présenter notre invité du jour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les jeudis pédagogie de la Société francophone de pédagogie innovante en santé. Donc moi je suis Evelyne Dubroc, je suis trésorière de l'association, et aujourd'hui nous avons le plaisir donc de recevoir Gebran Bouaoud, qui est donc chef de clinique en maxillofacial à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, et qui est surtout responsable coordonnateur de la réalité virtuelle dans le département de simulation de DS, donc à Sorbonne Université. Et je vais le laisser donc débuter sa présentation. Pour toute question, vous avez l'onglet Q et R là-haut. Faut pas hésiter à mettre vos questions, elle les posera à la fin de la présentation. Eh ben, merci beaucoup Evelyne. Merci beaucoup Laura pour cette invitation. C'est un plaisir de vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans le service et dans le département en termes de réalité virtuelle. Donc effectivement, comme l'a précisé Evelyne, je suis chirurgien maxillofacial. Donc je vais vous parler de projets de réalité virtuelle et de chirurgie maxillofaciale, mais pas que, bien sûr. Et toutes les questions sont les bienvenues. Donc le topo essentiellement s'appelle réalité virtuelle et traumatologie en chirurgie maxillofaciale, mais vous verrez qu'en fait, on va parler également je vais vous montrer quelles sont les perspectives pour les prochaines années, je l'espère. Donc le département, tout d'abord le département DS, le département de Sorbonne Simulation en santé, eh bien, c'est beaucoup de monde, et je me suis permis de mettre cette petite diapo parce que je les remercie. C'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui, que je peux réaliser tous mes petits projets, grâce au professeur Jonathan Freud, au docteur Anne-Laure Philippon, à Jérémy Leroy, à Alexandra et Laurent. Et merci Evelyne également pour ton invitation et pour ta gentillesse, parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. En ce qui concerne les abréviations qu'on va utiliser, 2D, 3D, vous connaissez, 2 dimensions, 3 dimensions, VR, virtual reality en anglais ou réalité virtuelle en français, et CMF pour chirurgie maxillofaciale. Alors, chirurgie et simulation, on va commencer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la simulation? Bon, je vous ai mis 2 petites images qui résument bien la situation. La première, celle d'un chirurgien qui raconte à son patient qu'il est un petit peu stressé, mais vous inquiétez pas, j'ai vu quelques vidéos YouTube. Bon, bah, vous imaginez qu'on ne peut pas se permettre d'arriver comme ça au bloc opératoire. Il faut être entraîné. Et pareil pour le pilote d'avion. Je vous apprends rien, hein, le pilote d'avion doit être entraîné. On ne se permettrait pas de laisser un pilote avec un Boeing et 200-300 passagers sans qu'il soit entraîné. Donc c'est la même chose pour la chirurgie, hein. On est parti du modèle de l'aviation, c'est-à-dire on ne donnerait pas, comme je vous l'ai expliqué, un avion à piloter à quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné. Et donc on peut faire de la simulation, on peut s'entraîner à piloter des avions. Et ben, c'est pareil pour la chirurgie. On laisse pas n'importe qui non entraîné d'opérer des patients, on ne peut pas se le permettre. Eh bien, on va faire la même chose, on va s'entraîner. Et l'une des façons de s'entraîner, c'est la simulation. Et il existe plein de domaines dans la simulation, dont la réalité virtuelle dont nous allons parler aujourd'hui. L'une des autres clés de la chirurgie, et c'est pour ça que je vais vous en parler dans ce topo, c'est l'anatomie. Parce qu'en chirurgie, je vous ai dit, pour bien opérer, il faut être entraîné. Et puis, il faut aussi bien connaître son anatomie. Parce que l'anatomie, pour le chirurgien, c'est son GPS. Et donc, il faut savoir se repérer, etc. Et je vous en parle parce que l'anatomie de la tête et cou, c'est pas simple. On a les planches anatomiques, par exemple, ici dans le bouquin, le Néther, qu'on a tous étudié. Eh bien, et la vraie vie également. Et puis, ça ressemble pas forcément. Il faut bien connaître l'anatomie pour pouvoir bien opérer ces patients.
Donc, on a parlé de chirurgie, on a parlé donc pour être un bon chirurgien, il faut être entraîné, il faut connaître l'anatomie. Et puis, bah, pour bien s'entraîner et connaître l'anatomie, il y a plein de moyens, dont la réalité virtuelle. Ce qui vous permet, donc la réalité virtuelle, c'est la perception visuelle d'un monde réel, mais dans un environnement qui est entièrement artificiel, généré par un ordinateur. Et ça vous permet d'explorer des choses en 3 dimensions. Vous me direz que vous pouvez également le faire sur votre ordinateur, sauf que sur votre ordinateur, c'est pas immersif, vous pouvez pas plonger dedans et c'est ce que vous permet en particulier cette réalité virtuelle. L'expérience, en réalité virtuelle, l'expérience aujourd'hui, bah, c'est tellement un domaine qui est développé, la réalité virtuelle, que c'est tout à fait naturel et spatialement réaliste. Vous verrez, si vous mettez des casques de réalité virtuelle, vous êtes tellement dedans que vous en sortez pas. Et donc, bah, réalité virtuelle, chirurgie, anatomie, eh bien, lorsqu'on regarde un rapide coup sur PubMed, eh bien, en fait, la chirurgie et l'anatomie, c'est 3 quarts des publications en réalité virtuelle et pédagogie. Je vous ai mis également les références intéressantes en bas de diapositive à chaque fois, donc, qui vous permettront de retrouver les articles sur lesquels je m'appuie, en particulier cette grosse revue de la littérature sur le sujet. Ça montre que bah, la réalité virtuelle pour enseigner la chirurgie et l'anatomie, c'est important parce que c'est facile, c'est une technologie bien développée maintenant. Ça diminue fortement les coûts par rapport à des dissections en laboratoire d'anatomie ou autre. Et puis, bah, ces méthodes traditionnelles, elles demandent beaucoup de temps, d'investissement et de législation. On se souvient tous du scandale à l'école de chirurgie des Saints-Pères qui a fermé du fait de problèmes d'entretien des corps. Hop. En ce qui concerne toujours la réalité virtuelle et la chirurgie maxillofaciale, on a parlé de chirurgie anatomie. Et puis, il y a d'autres études qui montrent que il y a plein de domaines dans lesquels on utilise la réalité virtuelle. Et je vous ai mis un autre article, en particulier en chirurgie maxillofaciale, tout ce qui est reconstruction, implantologie, etc. Mais pour l'anatomie en elle-même, ça, il n'y avait pas grand-chose. L'utilisation que nous, on va en faire, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt enseigner l'anatomie à nos étudiants parce que c'est pas facile l'anatomie tête et cou, parce que en fait, on y est confronté en permanence. Le service de chirurgie maxillofaciale ici, à la Pitié-Salpêtrière, eh bien, c'est la grande garde de chirurgie maxillofaciale, hein, de toute l'Île-de-France, toute l'année, 24 heures sur 24. Donc on reçoit beaucoup de monde et on reçoit, bah, beaucoup de fractures en particulier, beaucoup de traumatologie et donc, bah, pour bien opérer les patients, bah, faut être entraîné, faut connaître son anatomie et pour bien connaître son anatomie, eh bien, l'un des moyens, pour y arriver, bah, c'est peut-être, la réalité virtuelle et c'est ce qu'on a cherché à comprendre avec, cette question principale dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'une meilleure visualisation, 3 dimensions des fractures, elle peut aider, les étudiants à mieux comprendre la traumatologie en tête et cou? Donc ça a été un 1er projet qu'on a réalisé, au sein du service et au sein du département, celui de, proposer à des étudiants, de d'étudier des fractures du massif facial, de la tête et cou, à l'aide de la réalité virtuelle. Ce projet-là, donc c'est un projet que j'ai mené, sous le mentoring de mon chef de service, le professeur Chloé Bertolus et également, avec l'aide des professeurs Schumann et Consari qui sont responsables des urgences en chirurgie maxillofaciale adultes et enfants, donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à Necker Enfants Malades. Les résultats que je vais vous présenter ont déjà été publiés, hein, dans le JORMAS, qui est le Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery, qui est l'organe officiel d'expression scientifique de la Société française de chirurgie maxillofaciale. Et donc, avant de vous présenter les résultats, bah, la réalité virtuelle, en fait, il n'y a pas que, il y a beaucoup de techno qui existent et nous, on a choisi de travailler avec Avatar Médical. Et pourquoi? Parce que la solution qui proposait, elle nous paraissait intéressante. C'est une solution qui vous permet de regarder n'importe quelle imagerie. Donc, les imageries, lorsque vous exportez un scanner, une IRM, une échographie, n'importe quoi, le format d'exportation, c'est ce qu'on appelle un DICOM. Quand vous avez un document texte, un format Word, un document image JPEG, PDF, eh bien, pour les imageries, c'est du DICOM. Eh bien, cette technologie vous permet de prendre des DICOM et instantanément, vraiment en l'espace de 1 à 2 secondes, vous avez une visualisation 3D immersive en réalité virtuelle absolument bouleversante et éblouissante. Elle vous permet
de visualiser des imageries dites sans perte, c'est-à-dire que 100% des DICOM vont être visualisés, on n'a pas des choses qui vont disparaître. Versatile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout observer, des vaisseaux, des muscles, des nerfs. Vous voyez sur la petite image au milieu, on rentre dans la horte, là, voilà, on rentre dans la horte et vous voyez on peut se promener dans les vaisseaux et ça vous permet d'être interactif, immersif, vous pouvez rentrer dans l'image et jouer avec. Donc c'est un petit peu ce que je vous explique ici. Cette technologie, elle est particulièrement intéressante parce qu'il n'y a pas de pré-traitement en fait, c'est en temps réel. Il y a beaucoup de logiciels qui existent qui vous demandent de prendre l'image, de la transformer, de faire pas mal de choses, de faire de la segmentation. Et ça, non. Vous mettez vos DICOM, vous l'exportez sur une clé USB, vous la rentrez dans le logiciel et directement vous avez un rendu, ce qui est absolument éblouissant. Donc c'est un petit peu ce que je vous raconte ici, c'est simple, ça se fait hors Wi-Fi et puis bah, on gagne beaucoup de temps. Donc pour tous les novices, hein, on prend en main le logiciel, on le prend en main en l'espace de quelques secondes, hein, ça va vraiment très vite. Donc cette étude-là, c'est ce que je vous raconte, hein, on s'est dit, bah, est-ce que la réalité virtuelle, la visualisation 3D en réalité virtuelle comparée à la visualisation 3D standard, ce qu'on a tous dans tous nos ordinateurs, les fameux Carestream ou PAX qu'on a tous à l'hôpital, est-ce que cette visualisation en 3D réalité virtuelle, elle pourrait nous aider à comprendre mieux la traumatologie, elle pourrait aider à comprendre la traumatologie en particulier pour les étudiants. Et donc la première chose qu'on fait lorsqu'on a une nouvelle technologie, c'est qu'on étudie son confort d'utilisation, sa tolérance, la satisfaction et puis la précision de l'outil et enfin, la compréhension va y venir petit à petit. Donc c'est ce qu'on a fait. 50 étudiants, qui étaient volontaires, on a lancé un appel, au sein de la promotion, des FGSM3 de Sorbonne Université en leur disant: «Bon, voilà», en leur expliquant, notre objectif et qu'on allait leur présenter des cas de traumatologie. On a eu 50, volontaires qui ont décidé de participer. Donc on leur expliquait un petit peu comment allait se passer la séance, qu'on allait leur raconter un petit peu, l'histoire, d'un patient, un patient âgé de 25 ans, qui a fait par exemple un accident de moto ou alors, dans le cadre d'une rixe et donc on leur montrait, des photos cliniques vraiment comme dans la vraie vie, que s'ils recevaient ce patient-là aux urgences et puis, on leur disait: «Bon, maintenant, voilà le scanner avec un logiciel avec le Carestream, le standard, le 3D standard. Explorez, vous avez, 3-4 minutes pour explorer et proposer un diagnostic et un plan de traitement». Et puis on faisait la même chose, donc toujours le même cas clinique. À la suite, on leur disait: «Bon, maintenant, vous allez voir exactement la même chose en 3D, réalité virtuelle». Et puis, pareil, proposer un plan de traitement et cetera. Et puis à la fin, on demandait à chaque étudiant, on lui disait: «Bon, maintenant, sur l'outil de 3D réalité virtuelle, tu as un bouton où tu peux appuyer pour poser ce qu'on appelle un landmark, c'est-à-dire un marqueur. Mets-moi un marqueur, sur la dent numéro 11, mets-moi un marqueur sur la glabelle, mets-moi un marqueur sur, la margelle infraorbitaire» et cetera et cetera. On faisait 6 marqueurs par, étudiant et par cas clinique, donc il y avait, 6 cas cliniques. Il y avait 3 cas cliniques et 50 étudiants. Et donc à la fin, on extrayait, c'est ce qu'on a fait à la fin de l'étude, on a extrait, tous les questionnaires qui étaient anonymes, hein, tous les, diagnostics qu'on demandait et les plans de traitement, tout ça, c'était bien évidemment anonyme. Ce qui nous intéressait était seulement, le contenu et pas, les étudiants. Et puis on extrayait également, je vous ai dit les landmarks, où est-ce qu'ils étaient placés, les coordonnées X, Y, Z. Bien sûr, un débriefing, à la fin pour, savoir un petit peu ce qu'ils en avaient ressenti, leur donner, nous, un petit peu notre impression et puis, consolider un petit peu les choses. Alors ça se présente, comme ça, hein, l'exploration en un peu plus, en un peu plus immersif. Donc là, vous avez l'exploration, d'un scanner en préopératoire où vous avez un patient, on leur raconte l'histoire clinique. Le logiciel se présente comme ça, comme, tout simplement le PACS, hein, en fait, c'est un viewer de radiologie. Donc, vous pouvez voir dans toutes les directions, possibles et imaginables. Et puis, lorsqu'on appuie sur le bouton, hop, on est en réalité virtuelle et tout de suite, on peut, à l'aide de cet outil de réalité virtuelle, vous voyez, cropper, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur du scanner, changer, la résolution, sans changer également, tout ce qui est densité pour, visualiser l'os, les tissus mous et cetera. Premier résultat de ce que je viens de vous raconter, la première chose, c'est que les étudiants nous ont dit et c'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on a une nouvelle technologie, évaluer la satisfaction des étudiants. Ils nous ont dit: «On est
très satisfaits ou plus que satisfaits pour la plupart d'entre eux, 98% d'entre eux. Ils ont trouvé que c'était facile d'utilisation, c'était intuitif et bien toléré. Je parle de tolérance parce que la réalité virtuelle est quand même, selon les études, 3 à 5% des personnes qui utilisent la réalité virtuelle qui décrivent des nausées ou même des syndromes de réalisme, c'est-à-dire qu'ils sont complètement absorbés ou ils supportent pas du tout la réalité virtuelle et donc il y a certaines personnes qui peuvent pas le faire. Ce qui a été, vous voyez, peut-être le cas puisqu'on a 90% et non pas 100% pour la tolérance. Donc il y en a 2-3 qui nous ont quand même rapporté qui avaient des nausées. Et ce qui était intéressant, et c'est une première chose, on va y revenir après, il y a plus de 3/4 des étudiants qui nous ont raconté quand même qu'ils ont vu des choses sur la 3D réalité virtuelle, des traits de fracture et des irradiations de traits de fracture qu'ils n'avaient pas vu avec le 3D standard. Le deuxième résultat, donc hormis la satisfaction de la tolérance, eh bien, il faut savoir si l'outil qu'on utilise, il est fiable ou pas pour ce qu'on a envie de faire. Et donc là, vous voyez un scanner dans lequel on est avec plein de petits points verts. C'est l'accumulation des points verts des différents étudiants. On leur a demandé de placer des points verts très précisément sur des structures données. Et vous voyez ici, à l'aide de ce test statistique, on a pour le patient 1, 2, 3, donc 3 cas cliniques et je vous ai dit 6 points repères. On a accumulé les différentes propositions et on voit que parmi tout ce qu'ont noté les différents étudiants, on a moins de 1 millimètre d'erreur dans le placement de chacun des points concernant les 3 cas cliniques, ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas de distorsion de l'image et qu'il y a une bonne reproductibilité inter-observateur. Donc c'est un outil intéressant, ça veut dire que non seulement il plaît aux étudiants, mais en plus, il est précis. Et donc ça, c'est très bien pour ce dont on a envie de faire, c'est-à-dire étudier l'anatomie. Donc, ça c'est bien, on est content. Les étudiants, ils nous disent qu'ils sont contents, que c'est et on voit que c'est précis. Ils nous disent qu'ils voient plein de choses. Et donc tout ça, on l'explique parce que c'est immersif, c'est interactif, c'est précis. Et c'est bien d'être content, etc. Mais est-ce que ça peut nous aider à mieux comprendre? C'est notre objectif de départ. Et donc, on a fait un deuxième projet. Donc ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet qui a toujours cette question princeps, c'est est-ce que la meilleure visualisation, cette fois-ci, en 3D réalité virtuelle, elle nous permet de mieux comprendre, elle permet aux étudiants de mieux comprendre ou au moins d'aussi bien comprendre que les technologies standards et le mode standard de visualisation. Et donc, on a réalisé une étude, c'était il y a 2 ans, en mai 2023, il y a bientôt 2 ans, comparative, randomisée, monocentrique. Donc, c'était au sein du département de Sorbonne Université, toujours basé sur le volontariat, où on comparait donc la réalité virtuelle avec Avatar Médical, 3D standard, avec un logiciel gratuit qu'on appelle 3D Slicer. Ça vous fait globalement, vous pouvez le télécharger d'ailleurs, hein, ça vous fait globalement la même visualisation que ce qui existe sur le PAX. Et donc là, cette fois-ci, 140 étudiants de Sorbonne Université, DHSM 3, on leur présentait, c'est toujours la même chose, le cas clinique de traumatologie. Et la seule chose qu'on leur demandait, après avoir observé, c'est de répondre à la CROC, à la question-réponse ouverte courte. Eh bien, quel est votre diagnostic lésionnel précis? Et toutes les séances étaient encadrées par des enseignants de chirurgie maxillofaciale. Donc, ça vous donne un petit peu le graphical abstract de ce qu'on a fait avec le briefing, la randomisation, etc. Premier résultat, eh bien, la compréhension en traumatologie maxillofaciale est similaire aux méthodes traditionnelles. Donc, lorsqu'on le compare le 3D standard, donc 69 étudiants, et le 3D réalité virtuelle, 72 étudiants, sur le score de la CROC est évalué sur 10. Quel est votre diagnostic précis? Supposons que le diagnostic était fracture mandibulaire bifocale, parasymphyse droite, etc. Chaque point valait 1 jusqu'à 10. Et donc, lorsqu'on compare les notes des différents étudiants, pas de différence significative entre le groupe réalité virtuelle et le groupe 3D standard. Donc, la réalité virtuelle, elle n'est pas significativement différente. Elle ne fait pas mieux, elle ne fait pas moins bien. Elle est au moins aussi bien. Donc, en infériorité, c'est au moins aussi bien. En ce qui concerne la satisfaction, parce qu'on l'a tout de même réévalué, c'est toujours la même chose, hein. On voit qu'ils sont très contents, nos étudiants.
de l'enseignement et de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on savait, l'enseignement, on pense qu'ils sont également très contents parce qu'ils sont en petits groupes, on leur réexplique mieux les choses. Et l'utilisation de la réalité virtuelle, vous voyez que quand même 30% des étudiants décrivent une fatigabilité visuelle à l'issue de l'utilisation. Et on a toujours ce fameux résultat de lésions visualisées en 3 dimensions, réalité virtuelle, par 2 tiers des étudiants et non visualisées en 3D standard, en particulier des fractures de la base du crâne qu'on appelle des fractures ptérygoïdes. Et donc, légalement, les étudiants nous rapportent que bah, l'impression qu'ils avaient, en tout cas l'impression qu'ils avaient, statistiquement, ça ne se montre pas, on ne voit pas qu'on fait mieux en termes de compréhension, mais eux, ils avaient l'impression de mieux comprendre la traumatologie et bien sûr, ils recommandaient la poursuite de l'enseignement. Ça, je pense que c'est à la fois dû à l'effet waouh de la nouvelle technologie et également le fait que bah, on s'occupe d'eux en petits groupes, où on peut leur expliquer un peu plus les choses. Alors donc, c'est ce que je vous explique, hein, on n'a pas de supériorité de la réalité virtuelle alors que 2 tiers, des étudiants nous affirment qu'ils ont vu des fractures en réalité virtuelle, seulement et donc ils l'avaient pas vu en 3D standard. Alors, comment est-ce qu'on peut, essayer de se l'expliquer? C'est ma principale hypothèse, c'est que je pense que les étudiants, ils sont pas assez précis dans leur diagnostic parce que je les ai eu les réponses. Les réponses ont été, notées, en aveugle par, des enseignants, de chirurgie maxillofaciale, donc ils savaient pas dans quel groupe étaient les patients, mais j'ai vu les réponses et je vois bien que les étudiants répondaient: «C'est un atelier, c'était sur la base, du volontariat, c'est pas noté». Ils répondent pas comme quand on est en examen. Par exemple, ils vont pas dire, fracture bifocale mandibulaire sous-condylienne gauche et parasymphysaire droite, ils vont dire, fracture, condyle, mandibule et autre fracture, je dis n'importe quoi, mais voilà, ils vont pas être précis, donc ils ont pas les points, c'est une croque et s'il y a pas les points, bah, peut-être que cet effet-là a été lissé alors qu'ils ont vu les choses. Est-ce que la grille de correction était pas adaptée? Ça aussi, on peut se le poser. Est-ce que, les étudiants, on les a pas pris un peu trop tôt? Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'on a pris les étudiants DF GSM 3 en tout début, d'année. Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à prendre des étudiants qui sont un peu plus entraînés à répondre comme s'ils étaient aux EDN? Donc par exemple, de prendre des étudiants de 5e année, donc ça aussi. Ou bien, dernière hypothèse, est-ce que l'échantillon n'était pas trop petit? Est-ce que 141 étudiants pour mettre, visualiser une différence, qui est faible, est-ce que cet échantillon n'était pas trop petit, qu'il fallait beaucoup plus d'étudiants? L'avenir nous le dira. La perspective pour ce type d'études, c'est bien sûr d'évaluer le gain cognitif et la rétention à distance parce que quand vous sortez, de ce type d'études, ils sont tous contents et cetera. L'idée, ce serait de faire la même évaluation finalement, de les remettre devant un cas clinique avec la croque, 3 à 6 mois après. À 3 mois, ce serait très bien et de leur dire: «Bon, bah, répondez à la croque» et de voir s'ils ont, ceux qui ont bien répondu, est-ce qu'ils ont retenu l'information ou pas et d'étendre également, l'une des autres expressifs, c'est d'étendre la réalité virtuelle à d'autres, domaines d'enseignement, parce que je vous parle de chirurgie maxillofaciale, en particulier de traumatologie, mais bien évidemment, on peut faire d'autres choses et c'est ce que je vais vous montrer. Moi, je participe également à l'UE, d'anatomie, dissection et médecine légale, au sein de Sorbonne Université, UE qui est dirigée par le professeur Sophie Dupont, qui est responsable, du département d'anatomie, dans lequel participe également le docteur Bastien Alain, qui est MCUPH d'anatomie et le docteur Isabelle Plus, qui est MCUPH d'expertise médico-légale et donc j'ai la chance de participer à cette UE, pour tout ce qui est réalité, virtuelle. Le parcours de cette UE, eh bien, les étudiants, ils font ils étudient de l'anatomie et ils réalisent également des dissections virtuelles, toujours sous le thème anatomie, médecine légale. Donc, on leur présente des cas cliniques de patients malheureusement décédés dans des conditions qui sont suspectes. Et donc, il y a tout un travail de médecine légale, puis un travail d'analyse d'anatomie. Donc, je participe à cet enseignement pour leur montrer un petit peu des imageries qui explorent, eux, en scanner et IRM standard dans le cadre de cette UE, à l'aide de la réalité virtuelle. Ça se présente comme ça, ils ont un premier semestre où ils ont pas mal de cours standards d'anatomie, on va dire. Et puis, moi, je participe lors du deuxième semestre avec des cours dans le cadre des cours d'anatomie multimodale
où ils ont une table d'anatomie, la table Anatomage, qui est présente qui est présente au sein de Sorbonne Université. Et puis, ils viennent dans le département de simulation, on leur fait un petit peu de réalité virtuelle. Donc, par exemple, on leur présente plusieurs cas, notamment le cas de ce patient malheureusement décédé à la suite d'une plaie par arme blanche. Et donc, on peut voir l'arme blanche encore en place ici, qui vient ici transpercer la moelle épinière du patient qui est décédé suite à la section de cette moelle par, cette arme blanche. On la voit un peu plus précisément, l'arme blanche, on va cropper et vous voyez qu'elle rentre vraiment dans la moelle. Un dernier projet, c'est celui-ci, le projet Anade Revisité. J'en suis très fier. J'ai porté ce projet je l'ai porté pour le département de simulation de Sorbonne Université avec les autres membres du département de simulation DS, avec notamment le docteur Anne-Laure Philippon, et puis également des représentants des départements d'enseignement de gynécologie obstétrique et de maïeutique, puisque ce projet s'appelle Anade Revisité et va s'intéresser à l'apprentissage de l'anatomie abdominopelvienne normale et pathologique à l'aide de la réalité virtuelle et de la simulation interprofessionnelle en santé. Donc interprofessionnelle, je vous ai dit, les gynécologues obstétriciens et également les maïotiques travaillent sur la même aire anatomique qui est l'abdominopelvien. Et donc l'idée était de construire un projet autour de cet interprofessionnalisme et donc de pouvoir y répondre et de les aider à l'aide de la réalité virtuelle de comprendre cette anatomie. Voici un petit peu les différents membres de ce projet, avec le docteur Anne-Laure Philippon, qui est responsable de notre département, monsieur Jérémy Leroy, qui est monsieur à tout faire et vraiment l'ingénieur pédagogique du département. Et je le remercie parce que sans lui, rien de tout ça ne serait possible. Le docteur Priscille Sauvegrain, qui est responsable du département de sciences maïeutiques et qui est également vice-doyenne pour tout ce qui est sciences maïeutiques, le docteur Mernouche, et également le professeur Geoffroy Canlorbe, Lucie Guilbeault, Améla Favier du département d'enseignement de gynécologie obstétrique. Donc l'objectif, c'est d'améliorer l'enseignement de l'anatomie abdominopelvienne grâce à cette approche 3D réalité virtuelle et l'intégration d'éléments pathologiques. On ne fait pas que du sein, on fait du sein et du pathologique. Visualiser en 3D réalité virtuelle. Et puis, l'analyse des situations cliniques en groupe interprofessionnel, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble, et pas de manière séparée, mais ensemble, les étudiants en santé médecine, gynécologie obstétrique, et les étudiants en santé maïeutique, ensemble pour réfléchir au cas ensemble et puis interagir ensemble, ce qu'ils font en fait dans la vraie vie. Et donc là, au lieu de le faire à un stade où ils sont déjà professionnels de santé, et bien de le faire dès à présent au cours des phases d'apprentissage. Donc cette étude, je vous ai dit, hein, les étudiants DFASM MA1 pour la maïeutique et DFASM 1 pour la médecine. On a prévu 250 étudiants en santé, rejoignant ces deux groupes, et un total de 20 sessions en simulation interprofessionnelle. On espère qu'on va y arriver parce que c'est assez ambitieux. Ça va démarrer dans un mois. Et donc, on espère avoir autant d'étudiants. C'est pas sûr, mais de toute façon, on va y aller et on verra bien ce que ça va donner. Donc, quelques rendus, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, et c'est l'originalité quand même de ce projet, c'est que je vous ai montré tout à l'heure des scanners pour la traumatologie, parce que c'est ce qu'on étudie, mais pour l'abdominopelvien, en particulier la grossesse, ce qui est le plus souvent réalisé, c'est des imageries en pratique clinique, c'est des imageries échographies, et de temps en temps, des échographies en 3D. Donc, on part d'imagerie d'ICOM à partir d'échographie. Donc, ça, c'est quand même ultra innovant d'arriver à faire des reconstructions 3D réalité virtuelle à l'aide d'échographie. Et donc là, on peut voir par exemple une échographie fœtale T1 avec ce fœtus. Et donc, on demandera aux étudiants d'estimer le trimestre de la grossesse, de montrer l'insertion placentaire. On voit bien le petit cordon ombilical. Et puis également de compter le nombre de membres. On peut deviner les membres, le membre sup, le membre inf,
Donc, c'est ce qu'on va demander aux étudiants. Pareil pour une échographie de fin de trimestre. Ici, on voit donc le visage du petit fœtus et donc on peut leur demander d'estimer le trimestre de la grossesse et de voir sur l'image s'il y a une fente labiopalatine ou pas. Et puis, on peut également utiliser un pelvis scanner. De temps en temps, certaines patientes ont un scanner, en particulier en cas de suspicion d'accouchement difficile. Et donc, de mesurer le détroit supérieur du bassin maternel, c'est une mesure qui est faite en pratique clinique courante pour estimer si l'accouchement va être difficile ou pas. Voilà, voilà. Là, je vous présente une IRM, de cancer, du sein, qui a été réalisée, dans le cadre d'un projet, à l'Institut Curie, par le professeur, Fabien Réal et je le remercie également, pour les images, qu'il m'a transmis pour sa gentillesse. Donc vous voyez qu'avec, cet outil-là, vous avez finalement des possibilités, d'études, d'anatomie, saine, pathologique avec différentes modalités que sont, le scanner, l'IRM et également, l'échographie et donc c'est un outil vraiment, que vous pouvez tout à fait, adapter à vos besoins, extrêmement intéressant. Là, je vous montre d'autres choses, hein. Vous avez par exemple un scanner injecté avec une tumeur hépatique, hein, qu'on voit très bien ici, juste là et également, l'IRM fœtale, hein. Je vous ai montré une échographie fœtale, vous pouvez faire la même chose à l'aide d'une IRM fœtale et voir un fœtus en 3 dimensions donc très, très intéressant. On peut bien évidemment rentrer dans l'image. Voilà, je remercie un peu, tout le monde et j'espère que n'avoir oublié personne dans les remerciements parce que ce serait la pire des choses parce que j'ai la chance d'être entouré de gens, qui sont, juste géniaux, qui m'aident dans ce que je fais, qui répondent toujours présents. Donc, je remercie toute l'équipe du département DS, le professeur Fabien Réal, le professeur Jean-François Colorbe, bien sûr, et puis, Mohamed Elberi et Jean-Baptiste Masson, qui sont les 2 ingénieurs, à la base de cette technologie-là, qui s'appelait initialement Diva et qui maintenant s'appelle Avatar Médical, et puis le professeur Romano Sen-Consari pour, heu, son, son aide à chaque fois que je lui me demande quelque chose, il est là et puis il m'oriente, bien. Donc voilà, donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, vous l'avez, ici, en bas de votre écran, si vous avez, des questions, si vous avez des idées de projets, je suis, ravi et puis, je pense que je vais passer la main à, mes, collègues. Merci beaucoup. Alors avant de passer aux questions, on va faire un tout petit peu de publicité pour notre association, donc, qui est la Société française de pédagogie innovante en santé. Donc on est une association à but non lucratif. Pour devenir membre, eh ben, c'est une cotisation de 21 € pour les professionnels et de 2 € pour les étudiants. Pour l'instant, notre association, elle contient une quarantaine de membres. On organise donc depuis 2024 les jeudis pédagogie sous format de webinaire avec une rediffusion chaîne YouTube. Et puis, on propose d'accompagner éventuellement des projets de pédagogie, des projets de recherche en pédagogie, d'accompagner de la publication, de faire de la mise en réseau, de la valorisation de projets de recherche, et puis également de faire connaître et partager toute initiative en pédagogie comme la tienne. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. On va prendre des questions sur l'onglet Q&R. On vous laisse aussi, si vous voulez nous contacter ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous soutenir, adhérer, les coordonnées juste en bas. Alors, moi, je vais commencer pendant que les gens éventuellement posent leurs questions sur l'onglet QR. Ta présentation, elle m'a fait écho à plein de souvenirs difficiles d'apprentissage de l'anatomie. Notamment sur la première année de médecine, PCM1 à l'époque, où on avait nous un professeur d'anatomie qui faisait des dessins extrêmement précis et magnifiques, qui n'avait rien à envier de la Bible de l'époque qui était le Néter. Mmh. Et pour autant, c'était difficile parce que quand on passe d'étudiants à apprendre ces dessins d'anatomie à étudiants un peu professionnalisés, externes, à devoir interpréter des radios, voir des scanners, etc., c'est effectivement pas du tout le même monde. Bien sûr. Et là où je voulais t'interroger, c'est justement, est-ce qu'il n'y aurait pas
à ton sens, un changement de paradigme à avoir dans l'apprentissage initial de l'anatomie? Donc là, je parle vraiment première, deuxième année de médecine ou d'études en santé, parce que finalement, on se rend compte que les reconstructions dans la pratique courante, parce que tu l'as dit, hein, les étudiants voient mieux sur Oui, l'immersion 3D, oui, tout et à en fait, fait. les professionnels aussi, parce que de plus en plus, nous en tout cas, enfin moi sur ma pratique de médecine d'urgence, l'orthopédiste demande une reconstruction Bien sûr, préopératoire. bien sûr. Effectivement, en obstétrique, et tu as montré des exemples aussi, il y a de plus en plus de reconstructions. Donc on voit finalement qu'on a besoin de ça parce qu'on voit mieux. Oui, Et pour autant, on demande d'apprendre sur du papier 2D aux étudiants l'anatomie. Donc tout à est-ce fait. qu'il ne faudrait pas changer aussi le mode d'apprentissage initial et un peu historique de l'anatomie? Bien sûr. Merci beaucoup, Laure, pour ta question qui est tout à fait pertinente. Bien évidemment, effectivement, tu l'as dit, dans notre pratique courante à tous, que ce soit urgentiste, orthopédiste, maxillo, enfin tous, on voit mieux et on se base sur les reconstructions tridimensionnelles. Quand on opère, c'est en 3 dimensions. Quand on étudie, c'est en 3 dimensions. Et puis, quand on étudie en étant, j'entends praticien en santé, mais par contre, on demande à nos étudiants d'étudier sur du 2D, du dessin ou sur des bouquins. Donc, on s'est pas mis, on va dire, à la page. Il va falloir effectivement lever notre niveau d'enseignement pour justement combler ce gap-là et pas qu'ils arrivent directement en tant qu'interne ou praticien et qu'ils soient tout de suite confrontés à ce décalage-là entre l'anatomie qu'ils ont appris en 2D, qui n'est une anatomie, c'est bien les bouquins, etc. Mais c'est pas ce qui est fait dans la pratique courante et on veut former les médecins de demain, donc on se doit de leur donner les outils pour qu'ils soient formés. C'est la pratique clinique, donc on se doit de les faire apprendre sur ce qui nous sert dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire le tridimensionnel. Ça, c'est sûr. Et ce qui est frappant, le professeur Fabien Reyal, qui est chirurgien à l'Institut Curie, le décrit très bien, et c'est pour ça aussi qu'il s'est intéressé à la réalité virtuelle. C'est que ce qui est frappant, et c'est de manière un peu plus générale, c'est qu'on continue aujourd'hui à enseigner avec des méthodes traditionnelles, et c'est très bien, et il n'y a aucun souci, il faut les continuer, mais on n'apporte pas ce type de solutions qui sont des solutions innovantes sous le prétexte que bah, ça peut coûter cher, etc. Ce qui peut être entendu, mais n'empêche que n'importe qui aujourd'hui a accès en l'espace de quelques secondes en allant sur son téléphone à plein de vidéos, à plein de reconstructions, à plein de choses. Il suffit d'aller sur Instagram, Snapchat, YouTube, je ne sais quoi. Tous les étudiants ont accès à du contenu immersif, du contenu vidéo, du contenu de dernière technologie rapidement sur leur téléphone, mais pour ce qui est de leur futur métier, on ne le fait pas. Et donc ça, il faut clairement qu'on s'y attelle. Oui, totalement. Ben, merci beaucoup. Evelyne, j'imagine que tu as également une question à poser à notre invitée. Oui, merci beaucoup, Gébran. C'était très Plaisir. clair et hyper intéressant. J'ai remarqué aussi que les études là que vous allez faire du coup à DS, c'est essentiellement de la formation initiale. Oui. Est-ce qu'il y a un projet, par exemple, de faire des formations comme ça, de la réalité virtuelle chez les internes ou des jeunes chefs et voir si ça peut les préparer mieux pour leur prochaine, pour leur intervention? Parce que vu Ouais. qu'on part d'une imagerie Mhm. standard, enfin, qui est Mhm. disponible et qu'on peut un peu plonger et pénétrer dans le patient qu'on va opérer, est-ce Oui. qu'il y a un projet de voir qu'est-ce que ça change après sur la sécurité des soins et du bloc opératoire? Merci beaucoup, Evelyne, et merci pour l'invitation, parce que tout ça part d'une discussion entre nous, cette invitation du jour, donc je te remercie beaucoup. Oui, il y a eu un projet et il y aura un projet. Alors je dis il y a eu parce qu'en fait, on discute effectivement de formation initiale, puisque je suis un peu biaisé, je fais tous ces projets au sein du département DS, qui est le département de simulation de Sorbonne, et qui pour l'instant se focalise sur la formation initiale. Donc voilà pourquoi je suis biaisé. Mais ça n'empêche que nous avons le projet d'élargir et de le faire pour bien évidemment la formation continue et également pour donc nos futurs médecins, les internes. Et ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait dans le sein
par l'équipe de l'Institut Curie. Je vous parlais du professeur Réal. Ils ont publié là-dessus un gros papier dans le Journal of Clinical Oncology, donc un très gros papier, un très gros journal, le JCO. Ils ont pris 90 jeunes chefs. Donc 90, pas 90, pardon, ils ont pris une quinzaine de jeunes chefs. Je vais vous retrouver le papier, je vous l'enverrai. Une quinzaine de jeunes chefs. Et puis, ils ont pris aussi des vieux chefs. Et puis, 90 patients, ils montraient pareil les mêmes imageries, IRM. Et les vieux chefs faisaient comme d'habitude, hein, ils étudiaient leurs imageries comme d'habitude. Et puis, les jeunes, on leur donnait la réalité virtuelle. Ils ont montré qu'au début, les jeunes chefs avaient toujours le gap en termes de résection tumorale, etc., de visualisation ce gap était conservé. Mais plus on avançait dans le temps, plus ils étudiaient les IRM avec la réalité virtuelle et la courbe, elle se rapprochait de l'expertise des plus anciens. Autrement dit, l'outil a permis à des jeunes praticiens d'avoir une expertise proche de celle de praticiens qui faisaient ça depuis 20 à 30 ans. Et donc, il est clair, donc ça a été prouvé sur cette étude, et on peut faire dans n'importe quel domaine, on peut le faire en traumato, on peut le faire dans n'importe quel domaine, il est clair et net que de mieux visualiser, c'est la base de la chirurgie, de toute façon, mieux visualiser, ça permet de mieux comprendre et ça permet de mieux faire. Ça, c'est clair. Donc oui, j'ai ce projet-là de prendre des jeunes internes, même des jeunes chefs, et de faire la même chose en traumato ou en cancéro tête écho. Voilà. Ben ça, ce serait de me faire à suivre. Ah oui. Est-ce Et que donc, parmi les participants, il y a des questions? Vous pouvez me lever la main, on n'est pas très nombreux en petit oui, comité. on peut avoir une prise de parole. Ah, il y a Florence, je pense oui. Alors attends, on va voir si on peut activer le micro. Madame Henry. Oh, Et autorisé. ouais. Normalement, Voilà. Florence, Allô? voilà. Oui, Vous Oui, ça y m'entendez? est, on vous Voilà. entend. Voilà. Bon, mais je suis arrivée un peu en retard et je m'en excuse, mais néanmoins, c'était très, très intéressant pour la Merci. partie que j'ai vue. Moi, c'est pas vraiment une question, mais donc je suis médecin belge urgentiste et j'ai fait de la simulation. Là, je suis en train de me former à l'Université de Laval dans un master en pédagogie en sciences de la santé. Ici, en Belgique, je suis un peu la seule, donc je D'accord. suis prête à rejoindre votre groupe si vous avez besoin de moi. Parce que je développe des e-learning justement pour la gestion des polytraumas. C'est de la formation continue. Bon, c'est pas de la chirurgie maxillofaciale, etc. C'est pas Mais grave. je pense que de s'unir, ce serait déjà beaucoup plus intéressant. Et donc, Oui, voilà, bien sûr. c'était juste pour vous dire ça. C'est très sympa, Ouais, mais bien évidemment que toutes les forces vives ouais. qui sont motivées à rejoindre ce type de groupe, ce type d'initiative sont bien évidemment les bienvenues, hein. Ça sert à rien de refaire 30 fois les mêmes choses s'il y en a qui les font très bien, et c'est très bien, Mhm. hein. Au contraire, avec grand plaisir. Ok. Vous me Eh laissez ben, ça va, vos coordonnées. ça va. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. merci. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole éventuellement avant qu'on clôture? Moi, je voulais quand même poser encore une question, si c'est Ah, possible. Excuse-moi. Bah, ça m'intéresse beaucoup la réalité virtuelle parce que, comme tu disais, Gébran, il y a quelques années, il y a eu tout cet effet waouh. On a voulu faire beaucoup d'études. Je t'en avais parlé. J'avais voulu essayer de tester la réalité virtuelle pour faire de la simulation procédurale, pour Exact. la pose de plâtre. Et ça a été un peu Exactement. compliqué. Et justement, comme on n'arrive pas à dépasser un peu le niveau 1, voire 2 de la périmilière avec la reconnaissance et de mettre la mise en pratique, Oui. je trouve ça super que de pouvoir encourager ce genre d'études pour que la réalité virtuelle reprenne un petit peu sa place dans le milieu de la pédagogie et elle a été un peu abandonnée. Oui. euh, Notamment, je pense aux spécialités médicales parce que niveau chirurgie, je pense que tu connais
professeur Eric Vibert qui s'intéresse beaucoup à tout Sûr, ce qui est innovation. bien sûr. Mais côté médical, c'est vrai qu'on a tendance à un peu abandonner pour d'autres choses un peu plus traditionnelles, ce qui est fort dommage, Oui, vraiment bien fort sûr, dommage. Donc, bien j'espère qu'on sûr, pourra, avec notre association, développer un peu de projets comme cela bien et sûr. mettre tout ça en commun. Et c'était ce que je voulais dire, notamment. Non, mais c'est sûr que Vous, la vous réalité avez, virtuelle. On sera ravis d'accueillir Gebran parmi les membres de l'association. Ouais, bien sûr, j'ai bien compris, la cotisation, c'était 20 €. Je Voilà. prépare le chèque, je prépare le Ah, chèque, écoute, on fait de la pub comme on peut, hein. je prépare le chèque. On attend, Non, on mais attend. effectivement, la réalité virtuelle, au début, on lui a prêté beaucoup de bénéfices qu'elle n'avait pas. C'est comme toutes les nouvelles technologies, au début, quand ça arrive, on dit bah, ça va révolutionner, etc. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Ça va beaucoup apporter, attention, l'intelligence artificielle, mais ça va pas non plus complètement effacer la médecine ou effacer plein d'autres domaines. C'est des choses dont il faut connaître, dont il faut savoir l'utiliser et il faut également connaître les limites. La réalité virtuelle, moi, je la vois comme un apport en plus pour permettre aux étudiants d'appréhender une problématique médicale. Ça ne remplacera jamais un enseignement standard, ça ne remplacera pas non plus un bouquin, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus. Voilà. On propose aux étudiants, en plus d'étudier l'anatomie à l'aide de la réalité virtuelle et ça les aide. Mais pour que ça les aide, il faut qu'ils aient quand même pu regarder dans un livre et pu recevoir l'enseignement. Voilà. Et bah, de toute façon, tu le sais, hein, moi, ravi de réfléchir avec toi si tu as des projets, ce qu'on peut faire. Là, on va se lancer je vous l'ai pas mis, on va se lancer dans un projet de réalité virtuelle et gériatrie. Donc, tu vois, ça va quand même être pris, c'est-à-dire, bah, tu sais qu'il y a des simulateurs de gériatrie avec des grosses combinaisons qui simulent bah, l'arthrose, le fait d'être une personne âgée, d'avoir une autonomie réduite. Eh bien, l'idée là serait en plus de ça, de brancher les étudiants à un casque de réalité virtuelle qui floute un peu la vue, en donnant par exemple vue type cataracte, avec du son également, comme s'ils étaient dans la rue, et de leur demander de faire certaines actions. Enfin bref, les mettre dans un environnement tel que celui qu'on imaginerait être pour une personne âgée. Donc non, il y a des choses à faire. Pour les patients, on peut s'imaginer filmer ce qui se passe dans les urgences et puis leur mettre des casques de réalité virtuelle et de leur dire bah, voilà ce qui se passe dans les urgences quand vous pensez. Ça, c'est ce que vous pensez, qu'on est en train de boire des cafés, que vous attendez 3 heures et qu'on boit des cafés. Mais voilà ce qui se passe en réalité, tu vois. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, Bien un sûr. grand merci. Avec Euh, plaisir. le replay sera disponible sur la chaîne YouTube donc d'ici quelques jours, le temps qu'on le mette en place. On n'a pas encore fixé la prochaine date du prochain jeudi pédagogie, mais ça ne saurait tarder. Restez donc à l'écoute des réseaux sociaux ou du mail de l'association. Evelyne, tu as un petit mot pour conclure avant qu'on remercie? Bah, juste encore merci Gébran. Je suis ravie de voir que notre association permet d'ouvrir à plusieurs spécialités médicales et spécialités hors médicales. Et ça, c'est top. Je pense que comme tu as conclu avec l'IA, peut-être qu'on essaiera de trouver quelque chose avec l'IA et la pédagogie, puisque ce sera Exact. très... voilà. C'est sûr. Et merci à tous d'avoir participé. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Et encore merci Gébran.